Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule vidéo sur les Server Sent Events, communément mis en acronyme SSE. Donc les Server Sent Events, c'est une façon de partager l'information entre le serveur et le client dans une architecture client-serveur utilisant le protocole HTTP. Puis le but, dans le fond, c'est de de faciliter tout le côté temps réel, donc le partage d'informations en temps réel et éventuellement même l'affichage d'informations en temps réel. Avant de commencer, on va juste voir un peu traditionnellement, c'était quoi la façon de faire pour partager l'information dans une architecture client-serveur. Donc, dans une architecture client-serveur traditionnelle, on a le client, on a le serveur, et de la façon que les communications fonctionnent, mais toutes les communications partent du client. Donc, le client va envoyer une requête au serveur et à la suite de ça, le serveur va retourner une réponse. Donc, ça va bien pour la majorité des cas. Mais dès qu'on tombe dans quelque chose, parce que par exemple, on a de l'information en temps réel, de l'information qui change périodiquement, euh, on tombe dans une situation où est-ce que cette façon de faire-là ne fonctionne plus. Ce qu'on aimerait, c'est que le serveur puisse directement envoyer un message au client quand, mettons, il y a des changements dans des données ou euh, qu'il reçoit des nouvelles données. Euh, ça peut être plein de choses dans ce style-là. Puis là, on voudrait que le serveur puisse envoyer de l'information directement au client. Ceci étant dit, on ne peut pas faire ça. L'architecture client-serveur, elle est vraiment bâtie sur le fait qu'il faut que le client envoie une requête au serveur pour pouvoir recevoir l'information. Donc, il y avait différentes techniques qui avaient été développées justement pour pallier à ça. Donc, une technique, c'est une technique qui constituait tout simplement le client va envoyer une requête, mettons, je sais pas, à chaque seconde. Donc, périodiquement, il va envoyer une requête. Donc, il a envoyé sa requête, le serveur lui retourne une réponse. La requête, ça peut être tout simplement, hey, est-ce qu'il y a des nouveautés? Le serveur lui répondait. S'il y avait des nouveautés, il lui retournait. Puis s'il n'y en avait pas, il faisait rien. Puis la requête était exécutée vraiment à chaque seconde ou à chaque 5 secondes, dépendant de c'est quoi qu'on voulait, c'est c'est quoi le délai qu'on acceptait, ainsi de suite. Cette façon de faire, c'est une façon de faire qu'on appelait le polling. Le polling, le principe, c'est justement qu'on on va demander périodiquement au serveur, hey, est-ce qu'il y a des nouveautés? Puis le serveur lui retourne. S'il y en a, bien entendu. S'il n'y en a pas, il va juste lui retourner quelque chose de vide, lui disant non, j'ai rien de nouveau. Cette façon de faire-là a fonctionné pendant un bon bout de temps avec justement l'architecture client-serveur. Son gros problème, c'est qu'on le voit, il y a beaucoup d'aller-retour qui se fait entre le client et le serveur pour rien. OK? Donc, il y a beaucoup de cas dans ce genre de situation-là où est-ce que tout simplement on va demander de l'information au serveur s'il y a des nouveautés et il n'y en a pas. Donc, on appelle le serveur en disant hey, est-ce qu'il y a une nouveauté? Puis vu qu'il n'y a pas de nouveauté, le serveur fait juste lui retourner non, il n'y en a pas. Donc, on a un paquet de communications qui sont complètement inutiles. Donc, ça sature aussi les bandes réseau. On remplit les bandes réseau juste avec des communications qui servent strictement à rien. Donc, c'est une approche qui fonctionne quand même bien si on a besoin justement d'avoir un simili temps réel, mais, euh, mais ça vient avec certains inconvénients, surtout au niveau justement de la bande passante puis de la quantité d'appels qu'on fait avec notre serveur puis avec notre client. La technique plus moderne, ça utilise ça utilise quelque chose d'un peu différent. Le principe, c'est que le client va envoyer une requête au serveur lui disant hey, j'aimerais ouvrir un canal sur lequel tu vas pouvoir m'envoyer des données. Donc, ce canal-là, ça va être partie intégrante dans le fond des communications, là. C'est justement quand le client va demander cette requête-là au serveur, le serveur va ouvrir un canal. Puis le serveur, sur ce canal-là, va pouvoir envoyer à n'importe quel moment des messages de notification, mettons, hey, j'ai des nouvelles données, hey, j'ai quelque chose de nouveau que tu dois afficher, peu importe c'est quoi, mais c'est vraiment en temps réel dans ce cas-ci. Donc, sur ce canal-là, tant que le canal y est ouvert, le client va pouvoir recevoir des notifications du serveur. Ce qui est intéressant de cette méthode-là, c'est qu'une fois que le canal est ouvert, à n'importe quel moment, soit le client ou le serveur peut fermer le canal. Donc, ça pourrait être, mettons, si le serveur détecte que, mettons, la personne à qui il est en train d'envoyer les messages, ça fait trop longtemps qu'il fait rien avec les messages, je sais pas. Il pourrait avoir différentes façons de faire des détections. Il pourrait dire, moi, je veux fermer le canal. Ou peut-être que le client il change de page. Donc, le navigateur change de page. J'ai plus besoin d'avoir accès à ces données-là. Mais il va fermer le canal automatiquement. Donc, cette méthode-là permet que, justement, on peut ouvrir le canal.
dans le canal, le serveur peut envoyer les données n'importe quand. Puis à n'importe quel moment, le client ou serveur peut juste dire hey, je veux fermer le canal, je veux plus qu'on ait de communication sur ce canal-là ensemble. Cette façon de faire, c'est probablement celle qui va être définitivement la plus utile pour les prochaines années. Ça permet une communication, dans le fond, entre le client et le serveur qui est un peu différente. Ça permet une certaine communication qui vient purement du serveur vers le client, ce qui peut rendre certains concepts plus intéressants, surtout, comme je disais, au niveau du temps réel. Donc, des applications, par exemple, comme Twitter, où est-ce que on veut afficher en temps réel les nouveaux posts, les nouvelles publications des personnes qu'on suit. Ben c'est quelque chose qui se fait en temps réel. Donc, dans ce genre de cas-là, ça nous prend que le serveur envoie les nouvelles publications, mettons, à notre navigateur ou à votre application sur votre téléphone cellulaire. Et donc, ici, on a le concept justement que le serveur envoie des notifications, dans le fond, au client. Une autre application pratique, ça peut être au niveau du sport. Au niveau du sport, par exemple, si vous allez regarder des matchs de football, de basketball en ligne, vous pouvez avoir des scores qui se mettent à jour en temps réel au fur et à mesure que la partie avance. Donc, par exemple, la NFL avait ça typiquement pour afficher justement, sans la vidéo nécessairement, mais on pouvait avoir justement en temps réel c'est quoi le score en temps réel, on pouvait voir c'est quoi qui se passait, c'est quoi qui s'était passé au dernier jeu de chaque, donc, à chaque jeu, dans le fond, au niveau du football, ça peut se faire de cette façon-là. Une autre chose pour laquelle ça peut être utile, c'est pour tout ce qui est les actions. Donc, garder trace de justement c'est quoi les dernières nouvelles au niveau des actions, de voir comment ça va, ce genre de truc-là. C'est quelque chose qui peut être mis à jour en temps réel aussi. Donc, encore une fois, dans ce genre de cas-là, de pouvoir que le serveur puisse envoyer de l'information chaque fois qu'il y a des changements, genre de trucs-là, ça peut être super pratique. Il y a différentes façons d'utiliser cette méthode de communication-là, hein, du serveur vers le client. Euh, il y avait deux technologies qui étaient, ben en fait, il y a deux technologies qui principalement sont vraiment utilisées au niveau du web. Il y en a une qui s'appelle le WebSocket. WebSocket, ça fonctionne avec le protocole HTTP, mais c'est un protocole qui est à part. L'initialisation du protocole WebSocket se fait au travers de HTTP. Ce qui est intéressant de ce protocole-là, c'est que c'est une connexion qui est bidirectionnelle. Fait que sur la même connexion, autant le client peut envoyer des messages au serveur que le serveur peut envoyer des messages au client. Ça supporte aussi l'envoi de données binaires. C'est beaucoup utilisé entre autres au niveau de l'électronique puis des systèmes embarqués. Dans les dernières années, on voit aussi un peu plus le Server Sent Event, celui que nous autres on va utiliser dans le cours. Donc, le Server Sent Event, il est très, très approprié pour le côté vraiment page web ou application web. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est intégré au niveau du protocole HTTP. Le SSE, le Server Sent Event, c'est une partie intégrante du HTTP. C'est une communication unidirectionnelle du serveur au client. Donc, une fois que le canal il est ouvert, sur ce canal-là, seul le serveur peut envoyer des messages vers le client. Le client ne pourra pas envoyer des messages dans ce canal-là au serveur. Ceci étant dit, le client peut toujours faire d'autres requêtes HTTP pour envoyer de l'information au serveur. Donc ça ne change pas. Ce qui est vraiment intéressant du Server Sent Event, c'est le support de la reconnexion automatique en cas de coupure. Donc si par exemple, à un certain point, l'Internet est coupé ou on perd une connexion avec le serveur, puis qu'on la reprend plus tard, le serveur, il est capable puis les clients sont capables de communiquer entre eux pour voir hey, c'est quoi que j'ai manqué comme données. Puis le serveur est capable de les renvoyer automatiquement. Super intéressant, super pratique. Puis ça, vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'écrire de code pour le faire, c'est supporté directement par le protocole. Donc c'est vraiment un concept qui est super intéressant. Qui est rajouté dans le fond à tout ça, ce qui est vraiment pratique aussi beaucoup avec les téléphones cellulaires. Si vous êtes, mettons, dans le métro, que prenez le train, vous passez en dessous d'un tunnel, peu importe, vous pourriez avoir une coupure de connexion, par exemple, mais ça peut reprendre automatiquement par après sans que vous nécessairement vous en ayez connaissance. Ça se fait tout automatiquement. Bon, on est de retour ici dans le code maintenant. Donc, on va travailler un petit peu avec le code. J'ai un projet ici Express qui est tout simplement une petite liste de to-do qui fonctionne avec une petite base de données locale, euh, juste pour pouvoir ajouter à une liste de choses à faire. Euh, Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rendre cette liste-là complètement en temps réel. Donc, en temps réel,
qu'on va faire essentiellement, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui sont connectées sur ma page web, sur ma liste to do, mais ils vont pouvoir voir la liste en temps réel. Et s'il y a des modifications, si quelqu'un fait des modifications dans la liste, on va pouvoir voir les changements en temps réel. Pour ça, il va falloir qu'on programme toute la partie SSE, donc des Server Sent Event. Vous allez voir que c'est pas nécessairement, c'est une certaine ajout de code. On a un petit bout de code à ajouter, mais c'est pas nécessairement si compliqué que ça en tant que tel. Vous allez voir que ça va même simplifier certaines parties, peut-être même du code. Surtout du côté du client, il y a très peu de modifications à faire à notre code. Nous avons, c'est vraiment juste d'ajouter un peu de code pour que ça fonctionne. Avant de commencer, moi, ce que je vous recommande, OK? Quand vous faites ce genre de choses-là, surtout au niveau du SSE, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être répétées entre différents éléments. Moi, je vais vous recommander de faire ça dans un middleware. C'est donc de vous créer votre propre middleware qui va vous permettre de vous aider. Vous n'êtes pas obligé techniquement, mais ça va grandement vous aider si vous le faites de cette façon-là. Puis si vous comprenez bien comment le middleware fonctionne, ça va vous permettre par la suite de modifier le middleware dans le fond à votre guise pour vos besoins. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais me créer un nouveau fichier. Je vais le créer, je vais l'appeler, mettons, sse.js. Vous pouvez le créer à la racine de votre projet, ça ne dérange pas. Dépendant de si votre projet est plus gros, peut-être que vous allez vouloir le créer ailleurs, là. Mais dans ce cas-ci, on pourrait juste le mettre ici. Dans le SSE, ce qu'on va faire, c'est que ça va être vraiment un middleware qu'on va se créer. Donc, ça va être important ici, on va faire un export default function. Puis on va l'appeler middleware. Bon, en fait, on pourrait juste l'appeler SSE. Tiens, SSE, puis on va mettre les parenthèses. Cette fonction-là, ce qui va être important, c'est qu'elle retourne. Ça va être une fonction qui va retourner une fonction, là. Vous allez voir c'est pourquoi. C'est pas qu'elle ait la même syntaxe que les autres middleware. Ce que vous pourriez faire, bon, on pourrait juste, mettons, ouvrir ça comme ça ici, puis faire un return directement ici, puis retourner, la fonction du middleware. La fonction du middleware, c'est un peu bizarre, là. La façon que vous allez faire ça, le middleware, là, ça prend 3 paramètres. Ça prend request, response, puis next. Vous allez voir, nous autres, le but ici, ça va être de rajouter des fonctionnalités à notre objet de response, principalement, pour pouvoir lui offrir des fonctionnalités supplémentaires qui vont être liées au niveau des server sent event. Donc, à cause de ça, on a accès à l'objet request, response, puis next. Next, c'est pour lui dire de passer à l'étape suivante. Vous allez voir que ça, on va le faire, mais juste après, à la fin. L'objet request, dans ce cas-ci, je pense pas qu'on va en avoir besoin. C'est vraiment l'objet de response qu'on veut lui ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre l'objet de response, justement, puis on va lui rajouter des nouvelles fonctionnalités, on va lui programmer des nouvelles fonctions. Donc, la première fonction qu'on va vouloir rajouter à l'objet de response, c'est une fonctionnalité pour initialiser un canal SSE, donc un canal SSE. Moi, je vais l'appeler ici initStream, parce que vous allez voir, ça va être essentiellement du streaming de données qu'on va faire. On va envoyer sur le canal un paquet de données. Donc, je vais l'appeler NSStream, mais vous pourriez lui donner un nom différent si vous autres, ça vous chante pas, là, vous aimeriez autre chose, allez-y. Donc, initStream, c'est une fonction qu'on va se créer. Donc, on crée une variable ou une fonction initStream dans l'objet response, essentiellement. Comme ça ici. Puis ça va être notre partie, dans le fond, pour justement initialiser dans le fond, un canal SSE. Il va y avoir une autre étape qui va être importante après ça à faire. Une fois que le canal SSE va être ouvert, on va vouloir rajouter une fonctionnalité aussi pour envoyer des données sur le canal SSE. Donc, on va rajouter aussi une autre fonctionnalité au response pour lui dire d'envoyer des données sur le canal SSE. Fait que, encore une fois, la fonction, appelez-la comme vous voulez. Vous pourriez l'appeler, mettons, send, mettons, SSE. On va dire d'envoyer des données en SSE. C'est vous autres qui décidez comment vous voulez mettre la fonction aussi, ça ne dérange pas. On va rajouter de quoi aussi des paramètres, ce genre de choses-là à ces fonctions-là, peut-être en temps et lieu. Bon, on va commencer avec NSStream parce que la première chose à faire, ça va être définitivement d'initialiser le canal. Hein. Donc, on a la partie où est-ce que le client envoie une requête au serveur pour dire hey, peux-tu ouvrir un canal? Mais nous autres, on va vouloir exécuter cette fonction-là quand justement le client va envoyer ce message-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Bon, la première chose, c'est qu'on va prendre la réponse, justement, qu'on a ici. Puis on va vouloir vraiment faire un write head.
Donc, write-head, c'est une fonction qui existe dans la réponse. On ne l'a pas vraiment utilisée jusqu'à date. D'autres, habituellement, typiquement, on utilisait la fonction statut, la fonction JSON, la fonction end. Donc, c'est ce qu'on utilisait habituellement. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment juste écrire un en-tête. Un en-tête, vous avez déjà fait quelque chose de similaire avec les en-têtes, principalement du côté du client quand on faisait un fetch. Les en-têtes, c'est un paquet d'options qu'on envoie au niveau de l'entête HTTP. Donc, c'est pas les données en tant que telles, c'est pas le message en tant que tel qu'on envoie, mais c'est vraiment comme les espèces de métadonnées sur le message. Dans ce cas-ci, c'est principalement pour indiquer que au client que hey, on fait l'ouverture d'un canal, puis qu'on va pouvoir potentiellement continuer d'envoyer des données dessus. Donc, comment est-ce que ça se fait, ça? Il va falloir premièrement qu'on indique dans le write-head le code de statut HTTP. Donc, on va dire au client, on va lui retourner un code 200 pour dire oui, c'est beau, on a bien reçu ta demande d'ouvrir un canal. On retourne 200. Ensuite, par exemple, il faut qu'on lui spécifie toutes les données d'entête. Les données d'entête vont se faire avec les accolades. Ici, c'est un objet. Puis là, vous allez voir ici, on a un paquet de propriétés à définir. Puis ces propriétés-là, habituellement, on pourrait juste écrire tout en nos noms de variables, puis peu importe leur valeur. Ici, on va les mettre en guillemets pour la simple bonne raison qu'on a des noms de variables dans l'objet qui vont avoir des tirets. On n'a pas le choix. Ça, c'est vraiment le nom au niveau des variables HTTP. Ils ont des tirets dedans, fait qu'on est un peu pris avec ça. Le premier, ça va être cache control. Donc, cache control comme ça ici. C'est pour le cache. La cache, c'est une façon de sauvegarder en mémoire les. Enfin, c'est pour le navigateur pour qu'il sauvegarde en mémoire les requêtes HTTP. Donc, s'il voit qu'il y a des requêtes HTTP qui retournent tout le temps les mêmes données, entre autres, il pourrait les mettre en cache pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de faire l'appel sur le réseau. Donc, c'est pour des buts d'efficacité, puis d'économiser de la bande passante sur le réseau, puis tout ça. Nous autres ici, on veut pas que le navigateur fasse ce genre de choses-là avec cette requête-ci. Donc, on va lui donner la valeur no cache. Donc, no cache comme ceci. C'est vraiment important que vous mettiez ça parce qu'on veut pas que le navigateur pense que ce qu'on envoie comme données ici quand on ouvre un canal, on veut pas qu'il prenne ça et qu'il essaye de le garder en mémoire parce que d'une exécution à l'autre, ça risque d'être différent. Puis s'il essaie de le garder en mémoire, il pourrait, dans le fond, ne pas toujours retourner les bonnes données. Puis en fait, très fréquemment, il pourrait ne pas retourner les bonnes données. Donc, on veut tout simplement pas ça. Donc, on lui dit tout simplement de pas faire de caching. Donc, on lui dit no cache. La deuxième option qu'on va retourner, celle-là, vous l'avez déjà vu quand on a travaillé avec du côté du client, ça va être le content type. Content type, c'est le type de données qu'on envoie dans le fond dans cette réponse-là. Puis nous autres, ce qu'on va lui dire, c'est habituellement, nous autres, on mettait application JSON pour dire qu'on retournait du JSON. Mais ici, c'est pas du JSON qu'on va vouloir, c'est quelque chose d'un peu différent. Ça va être text / event stream. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ce qu'on va renvoyer, c'est du texte, mais sous un format de flux d'événements. Donc, un event stream, essentiellement, c'est parce que vous allez voir les données qu'on va les envoyer, on va les envoyer sous la forme d'événements. Donc, on va envoyer des événements au client. Puis, le client, lui, va pouvoir, s'il veut, il va pouvoir répondre à ces événements-là, puis faire des choses dans sa page en fonction des événements qu'il reçoit. Texte, c'est pour dire c'est quoi le format ici qu'on envoie. On va vraiment envoyer du texte. C'est un peu spécial. Vous savez que le format, tantôt, quand on va y arriver, des données qu'on envoie, c'est un peu particulier. Mais c'est tout sous un format texte, mais sous un format texte rigoureux. Il faut que ça suive un certain format spécifique, mais c'est tout en texte. Bref, un peu comme du code ou du JSON. C'est tout quand même du texte, mais c'est juste sous un format spécifique. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut rajouter. Le dernier élément qu'il faut rajouter, ça va être le connection. Connection, puis nous autres, ce qu'on va lui rajouter comme valeur, ça va être keep alive. Bon, la raison pour laquelle on doit mettre ça ici, c'est parce que les navigateurs web, typiquement, s'ils envoient une requête au navigateur et que le navigateur n'a pas répondu une réponse finie en dedans d'un certain nombre de temps, typiquement, le navigateur va tuer la connexion HTTP. Donc, je vous donne un exemple. Mettons qu'on demande d'ouvrir un canal, puis qu'au bout de 60 secondes, on n'a pas rien envoyé sur le canal en tant que tel, ben, le navigateur, il y a des bonnes chances qu'il fasse hey, ce canal-là, il n'y a rien qui est envoyé dessus, il va le fermer, puis il va arrêter. Bon, nous autres, c'est problématique parce que on va vouloir que le canal reste ouvert.
Parce que peut-être que, effectivement, sur le coup, au bout d'une minute, on n'a rien reçu, mais peut-être que dans 2 minutes, on va recevoir un paquet d'événements, un paquet d'informations, puis qu'on va pouvoir réagir à ces informations-là. Mais là, le navigateur a déjà tué la communication. On veut pas ça. On lui dit de garder la communication en vie. Ceci étant dit, les navigateurs, pour des raisons de performance, je crois, euh, cette partie-là, le Keep Alive, là, fonctionne, on va dire, à moitié. La connexion va être gardée en vie plus longtemps qu'habituellement, mais elle va quand même être tuée par le navigateur assez rapidement. Donc, il va falloir qu'on prévienne ça en envoyant ce qu'on appelle une pulsation, un pulse. On va envoyer une pulsation qui est essentiellement des micro-données, là, juste pour dire qu'on garde la connexion en vie. Il y en a peut-être qui vont dire, OK, ça ressemble beaucoup au polling, ça. Puis c'est vrai, ça a une forme de ressemblance avec le polling, sauf qu'on envoie beaucoup moins de données. C'est très, très minuscule ce qu'on envoie comme données. Puis, vous avoir, au final, contrairement au polling, on peut l'exécuter quand même à un intervalle beaucoup plus gros. Le polling, peut-être que vous auriez l'exécuter aux secondes ou aux 5 secondes. Ici, notre pulsation, vous allez voir, on va juste la programmer pour qu'elle s'exécute, mettons, aux 30 secondes. Donc, c'est vraiment juste pour dire qu'on garde la connexion en vie. Puis ça demande très très peu de données, puis ça va être quand même très très efficace. Comment est-ce qu'on va faire ça? Euh, donc, une fois qu'on a écrit justement l'entête, ça va être envoyé au client pour qu'il soit au courant de c'est quoi qu'il va recevoir. Ce qu'on va vouloir faire ici, ça va être justement créer cette espèce de boucle-là qui va envoyer périodiquement aux 30 secondes notre pulsation pour garder notre connexion en vie. Pour ça, on va utiliser la méthode setInterval. SetInterval, c'est une méthode JavaScript qui permet d'exécuter une fonction. Donc, on écrit une fonction, c'est nous autres qui crée. Puis, cette fonction-là, on lui dit de s'exécuter à un certain nombre de temps en millisecondes. Donc, moi, ici, je vais vouloir lui dire de l'exécuter aux 30 secondes. Fait que je vais mettre 30 000 millisecondes, essentiellement. Vous pourriez probablement vous en tirer avec un peu plus. De mes tests, en général, les connexions sur les navigateurs étaient fermées au bout d'une minute. Fait que peut-être que vous pourriez vous en tirer à l'exécuter aux 50 secondes. Euh, Puis comme je dis, ça dépend des navigateurs. Les navigateurs sont pas tous pareils là-dessus. Puis je sais pas s'il y a eu des changements non plus dans les dernières années. J'ai pas tout testé. Mais donc moi, pour pas prendre de chance, j'ai exécuté aux 30 secondes, mais ça pourrait peut-être être un peu différent. Puis peut-être qu'éventuellement, on aura tout simplement plus besoin de cette partie-là, je ne sais pas. Mais dans mes derniers tests, on n'avait pas le choix de l'avoir encore. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, dans cet intervalle-là, dans cette fonction-là qui va être exécutée aux 30 secondes, on va tout simplement lui demander d'envoyer justement notre pulsation pour garder la connexion en vie. Donc, on va faire un response.write. Donc, ça va être notre pulsation qu'on envoie. Puis, ce qu'on va envoyer comme donnée, ça va être 2 points \n\n. Ça, c'est à cause du format des données qu'on envoie, hein, le text event stream, là, ça fait partie du format qui est un peu bizarre, là. Quand il y a un double \n, c'est pour dire que c'est la fin du message. Puis, le 2 points, on n'a pas le choix d'en mettre un, là. C'est juste pour dire que le message ici va être vide. Une fois que vous avez fait ça, nous autres, on a aussi un cas un peu particulier. Sur certains serveurs, peut-être que ça ne dérangerait pas, mais nous autres ici, on utilise, euh, on utilise le middleware de compression. Donc, si vous allez dans le server.js, vous allez voir ici en haut, là, on utilise le app.useCompression. Compression va servir à faire la compression des données que le serveur envoie, mais il va aussi demander au client de compresser les données avant de les envoyer au serveur. Donc, super pratique. Le seul problème, c'est que pour venir à bout de faire la compression des données, ça prend une certaine quantité de données. Donc, quand on a très très peu de données, ce que le middleware de compression va faire, c'est qu'il va attendre, il va les mettre dans une espèce de tableau en attendant, puis il va attendre que le tableau se remplisse avec assez de données avant de pouvoir les envoyer, enfin avant de pouvoir les compresser puis les envoyer. Le problème, nous autres, c'est que cette pulsation cardiaque-là, là, qu'on veut pour garder notre connexion en vie, on veut pas qu'elle soit accumulée dans un tableau quelque part pour être éventuellement envoyée plus tard. Si on fait ça, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il risque d'en accumuler un paquet, un paquet, un paquet, puis le navigateur, lui, va jamais recevoir pendant ce temps-là, fait qu'il va tuer la connexion pareil. Puis là, ben, quand le serveur va plus tard vouloir potentiellement envoyer tout ça parce que tout a été mis dans un espèce de tableau prêt à être compressé plus tard, ben là, il va déjà être trop tard, la connexion va être fermée, puis là, ça pourrait générer des erreurs, puis plein de problèmes. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un flush ici. On va faire un response.flush qui va forcer, dans le fond, la réponse à envoyer, en fait, qui va forcer à envoyer la pulsation cardiaque, même s'il n'y a pas assez de données pour faire la compression. Ça va le forcer à l'envoyer, comme ça, on va être sûr de garder notre connexion en vie ici.
Donc le flush, là, vraiment important de le mettre, sinon votre connexion va juste mourir. Donc ça, c'est la première partie, c'est de faire l'intervalle. Une chose qui est importante de comprendre, c'est que cet intervalle-là, théoriquement, en ce moment, de la façon qu'on l'a fait, euh, il est déclaré. Puis ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va vouloir s'ouvrir un canal, ça va exécuter ça, puis ça va créer un nouvel intervalle. Euh, donc en ce moment, ce qui se passe, c'est que ça va créer un nouvel intervalle pour chaque nouveau canal qui va se faire, puis ces intervalles-là ne sont jamais supprimés, donc ils continuent d'être roulés en arrière-plan, même quand la connexion n'existe plus, ce qui est problématique. Ça va créer des erreurs périodiquement aux 30 secondes potentiellement, puis ça pourrait nous causer justement des problèmes à long terme, où est-ce que si on ouvre un paquet d'intervalles, ben à un certain point, on va avoir des fuites de mémoire au niveau de notre application, justement parce qu'on a un paquet d'intervalles qui continue de rouler en arrière-plan tout le temps, puis là, ben, notre serveur, à un point, il va soit manquer de mémoire, il va avoir des problèmes de performance, tout ça, donc on veut pas ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on veut fermer l'intervalle éventuellement. Pour fermer un intervalle, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste prendre son identifiant. Donc, quand on crée un intervalle, ça retourne un identifiant, un ID. Donc, on va l'appeler interval ID. Puis, avec l'intervalle, le ID de l'intervalle, on peut lancer une fonction JavaScript qui s'appelle clearInterval. Donc, clearInterval, on lui passe le ID de l'intervalle et ça va automatiquement arrêter l'intervalle. Là, nous autres, on ne veut pas le mettre ici. Okay? Si on le met ici, ça va être contre-productif. On crée l'intervalle, puis tout de suite après, on l'arrête. Ce qu'on ne veut pas faire. Nous autres, on veut arrêter l'intervalle juste quand la connexion, elle est finie. Donc, quand on sait que la connexion, elle a été fermée par le client ou le serveur. Comment est-ce qu'on sait quand la connexion, elle est finie? Pour ça, on va utiliser le response.on. Response.on, c'est une façon de programmer des événements sur, dans ce cas-ci, la réponse en tant que telle. Un peu comme le add event listener que vous avez fait, mettons, en HTML. Donc, vous utilisez add event listener pour ajouter un événement, euh, ajouter du code à exécuter sur un événement. Dans ce cas-ci, ça va être le même principe. C'est qu'on va écouter pour un événement. L'événement qu'on va écouter ici, ça va être l'événement close. Donc, quand on ferme la connexion. Donc, quand on détecte la fermeture de la connexion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'exécuter une fonction qu'on va créer nous-mêmes. Puis dans cette fonction-là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre le clear interval. Donc, dès qu'on détecte que la connexion se fait fermer, on va aussi vider l'intervalle, arrêter l'intervalle pour s'assurer que l'intervalle ne continue pas de rouler en arrière-plan pour rien. L'autre chose qu'on va faire, ça va être vraiment important, on va se faire un response.end. Ça, c'est pour s'assurer que notre réponse, notre objet de connexion ici, se ferme correctement. S'il ne se ferme pas correctement, c'est juste, ça c'est pas grand-chose, mais c'est juste qu'on pourrait avoir des petits problèmes avec Express parce qu'il pense que la connexion est encore ouverte alors qu'elle est complètement fermée. Donc, c'est juste pour s'assurer qu'elle est bien fermée correctement. Ça ne devrait pas vous causer tant de problèmes si vous ne le faites pas, là, mais juste par souci de faire une fermeture élégante et correcte, on va le faire correctement ici. Donc ça serait la partie d'initialisation qui est presque terminée. Ce qui est important, c'est que là, nous autres, là, on va vouloir, quand on ouvre cette communication-là, vous allez voir qu'on va vouloir faire des response.write quand on va vouloir envoyer des données. Fait que nous autres, quand on va envoyer des données ici, ça va nous prendre l'objet de response comme ceci, puis on va faire des response.write. La seule chose, c'est que nous autres, il va falloir qu'on conserve ces connexions-là, chacun des objets response, de chacun de nos, pour chacun de nos, dans le fond, de nos clients qui sont connectés à nous autres, qui ont un canal. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que quand on va recevoir un événement, je vous donne un exemple, mettons sur le server.js, mettons quelqu'un ajoute un to-do. Donc on appelle ici le pose de to-do, on ajoute un nouveau to-do, puis on veut envoyer à tout le monde le message par SSE. On va leur envoyer, hey, en passant, il y a un nouveau to-do, il faut que vous l'ajoutiez. Ben pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on soit capable d'avoir toutes les connexions de tout le monde pour pouvoir écrire sur leur canal. Donc, il faut qu'on garde en mémoire à quelque part les informations sur les connexions. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on pourrait se créer un tableau. Là. Moi, j'ai préféré utiliser un set dans ce cas-ci, donc un ensemble. Donc, pour ceux qui ont une certaine idée là, au niveau des structures de données, l'ensemble, c'est une structure de données particulière qui nous permet, entre autres, de stocker juste un élément, ben, chaque élément une seule fois. Donc, chaque élément est unique à l'intérieur. Fait que c'est comme une espèce de tableau, mais où est-ce que chaque élément est unique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre autres, on est capable d'ajouter dedans et de retirer des éléments dedans de façon très, très efficace. Donc, dans ce cas-ci, nous autres, c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Ça va être très pratique. Donc, je me crée une variable connexion et vous allez voir, je l'ai mis complètement en haut ici. Là. Je vais mettre connexion est égal à un new set. Set, c'est l'ensemble. C'est le nom de la structure de données.
Puis moi, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que que quelqu'un ouvre une connexion, je vais vouloir, dans le fond, prendre la connexion en tant que telle, donc l'objet response, puis l'ajouter dans l'ensemble de connexions ici. Fait que vous pourriez le faire tout de suite après le write-head. Ici, vous pourriez dire, mettons, connexion. Puis là, en JavaScript, c'est .add pour ajouter dedans un ensemble. Fait qu'on fait .add. Puis on ajoute l'objet de réponse ici, qui est essentiellement notre objet qui va nous permettre de communiquer avec les clients. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on les ajoute, comme ça, ici dedans. Puis à chaque fois que, justement, il y a un nouveau client qui demande, hey, je peux-tu, tu sais, je veux un canal avec toi, je veux un canal avec toi, bon, on va tous les ajouter dans l'objet de connexion. Puis quand ça va être le temps d'envoyer un message, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir boucler au travers de toutes les connexions qu'on a accumulées jusqu'à date. Puis on va pouvoir, dans le fond, diffuser à tout le monde, dans le fond, l'information qu'on veut diffuser. Si vous voudriez envoyer de façon conditionnelle, donc pas à tout le monde, juste à certaines personnes ou juste dans certains canaux que vous avez avec certains clients, là, au lieu d'utiliser un ensemble, vous devriez peut-être utiliser une map, donc un ensemble clé-valeur qu'on appelle. Vous pourrez aller lire un peu là-dessus si vous ne connaissez pas déjà un peu, là, mais un ensemble clé-valeur pourrait être très approprié si vous auriez besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus conditionnel ou d'envoyer juste à certaines personnes. Encore une fois, ça va être à vous autres d'aller voir si c'est votre cas. Ce qu'on va faire ici avec cette partie-là, donc on ajoute toutes les connexions, ça c'est bien. Euh, une chose qui nous manque, c'est de faire en sorte que si on ferme la connexion, ça va être important qu'on enlève la connexion de l'ensemble de connexions. Pour plus qu'on essaie de publier sur des éléments, des ensembles, en fait des connexions qui sont déjà fermées. Il va falloir qu'on les enlève de notre ensemble en haut. Fait que unclose ici, on va tout simplement aller chercher toutes nos connexions, dans toutes nos connexions, puis on va aller supprimer, donc on peut appeler la fonction delete pour supprimer la connexion courante. Donc la response, dans ce cas-ci, c'est la connexion courante. La supprimer de l'ensemble, comme ça, on l'a plus. Super pratique, ça, justement, si vous voulez juste garder que vous ne voulez pas avoir de fuite de mémoire, puis que votre ensemble de connexions ne fasse pas juste grossir à l'infini. On va vouloir supprimer les éléments, donc les connexions qui sont fermées, essentiellement. Bon, avec ça, toute la partie justement d'initialisation va bien fonctionner. Nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est se créer une route qui va, dans le fond, automatiquement appeler cette fonction-là, initstream, pour bien fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le fond dans le server.js. Dans le server.js, ce qui va être important, ça va être premièrement d'aller ajouter notre middleware qu'on vient d'ajouter, qu'on vient de créer, qu'on ne l'a pas fini complètement. Il nous reste la partie pour envoyer les données après, là. On va le faire après. Puis, on va juste l'ajouter ici. On va le mettre, mettons, un import. Puis, je l'avais juste appelé SSE, je crois. Puis, j'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Ouais, import SSE from sse.js. Ensuite, il faut qu'on ajoute la middleware ici avec un app.use. Vous pouvez le mettre, je vais le mettre juste ici après le JSON. Je vais mettre app.use SSE. Vous ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses, comme ça ici. Puis ça va lancer votre middleware correctement. Ce que vous faites, c'est qu'avec le middleware, ensuite, ça devrait automatiquement ajouter la fonction initstream dans l'objet response n'importe où. Ce qui voudrait dire que à n'importe quelle requête, ici, je pourrais faire un response.initstream. OK, là, l'autocomplétion va pas bien fonctionner, là, mais vous pourriez lancer ça ici. Là, ici, on veut pas faire ça, on veut pas faire ça dans le get ici, là. Ce qu'on va vouloir faire, c'est se programmer une route spécifique sur laquelle le client va pouvoir se connecter. En fait, va pouvoir envoyer une requête pour pouvoir ouvrir le canal. Donc, on va se créer dans le fond ici, là, quelque part. Moi, je vais le mettre complètement en bas. Je vais faire app.get. Ça doit être une fonction get. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui définir une route. Fait que je pourrais l'appeler la route /sse. Mais bon, la route, la façon que vous l'appelez, ça ne dérange pas vraiment. C'est juste que le client, quand il va ouvrir la connexion, quand il va vouloir ouvrir le canal, il va falloir qu'il appelle cette route-là essentiellement. Puis là, ici, vous pourriez lui passer justement la fonction habituelle là, donc de request response, comme ça ici. Puis à l'intérieur de ça, ici, ce que vous allez vouloir faire, c'est tout simplement faire le response.initstream. Comme ceci. Donc, juste appeler le response.initstream va lancer automatiquement notre fonction qu'on a pré-programmée ici, initstream, puis qui va dans le fond tout préparer la connexion pour nous. Donc,
juste à faire ça comme ça ici, on va être correct. On sait maintenant que ça devrait ouvrir la communication. Ceci étant dit, comme je dis, on n'a pas fini. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est être capable d'envoyer des messages. Donc, entre autres, quand on fait le post de to-do, donc quand on ajoute un to-do, on va vouloir diffuser à tous les clients qui sont présentement connectés. On va vouloir leur diffuser le nouveau to-do, mettons, par exemple, pour qu'ils puissent le mettre à jour dans leur interface graphique en temps réel. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va pas vouloir le programmer au complet directement dans le post to-do. Ça serait trop compliqué, là. Ça demande quand même une certaine quantité de code. Fait que c'est là que on va revenir à notre middleware. Puis c'est pour ça que j'avais rajouté ici la fonctionnalité qui s'appelle Send SSE qu'on n'a pas encore programmée. Cette fonctionnalité-là, Send SSE, ça va servir à envoyer des données, dans le fond, sur la connexion. Puis ça va la diffuser à tout le monde. Ça va le diffuser, dans le fond, à tous dans le fond, à toutes les connexions qui sont ouvertes présentement sur notre serveur web. Puis eux autres, après ça, les clients vont pouvoir prendre ces informations-là puis les traiter. La façon qu'on va faire ça, vous allez voir, il faut qu'on prépare les données d'avance. Donc, premièrement, il y a deux choses qu'il va falloir envoyer. Deux choses qui sont pas pareilles nécessairement d'une requête à l'autre qu'il faut envoyer. Il y a ça va être les données en tant que telles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur qui va utiliser cette fonction-là de nous fournir les données en paramètres. L'autre chose qu'on va lui demander de nous fournir, ça va être un nom d'événement, donc un event name. Vous allez voir en fait que chaque action, chaque envoi qu'on va faire, en fond, qu'on va diffuser comme ça, on peut leur donner un nom d'événement. Puis ce nom d'événement-là peut faire en sorte que le client, donc le navigateur, va pouvoir réagir différemment dépendant de c'est quoi l'événement qui est envoyé. Donc, je vous donne un exemple. Dans notre cas ici, on va avoir deux sortes de messages principalement envoyés. Un, ça va être quand on ajoute un to-do, puis l'autre, ça va être quand on modifie un to-do, donc quand on coche ou décoche un to-do. Donc, ça va être important qu'on soit capable de recevoir ces deux événements-là, puis comme ça, le navigateur va être capable de faire la différence entre les deux. Il va aller voir. Savoir que, j'ai reçu un événement add to do, ben, je vais exécuter le code pour ajouter un to do. Puis, je reviens de recevoir l'événement pour modifier un to do. Je vais exécuter le code pour modifier le to do. Donc, il va le faire automatiquement pour nous. Donc, pour faire ça ici, ça nous prend le nom de l'événement. Donc, c'est vous autres qui allez décider les noms d'événements. Okay? Vous allez voir, c'est à la discrétion du programmeur. Mais nous autres, si on va le passer en paramètre à notre fonction aussi. Donc, quand on va l'utiliser, cette fonction-là, on va le passer en paramètre. Première chose qu'il va falloir faire dans cette fonction-là, ça va être de bâtir les données à envoyer. Puis les données à envoyer, vous allez voir, c'est un peu un format bizarre, là. Juste pour vous donner un rapide aperçu à quoi ça ressemblerait, là, les données. Là. Les données vont ressembler à quelque chose dans ce genre-là. ID, deux points, suivi d'un identifiant ça va être un nombre. Ça va être un nombre qui va identifier dans le fond, le message qui est envoyé. Le deuxième, ça va être, je dis le deuxième, vous allez voir que l'ordre n'est pas important, là, mais vous allez voir souvent ensuite le event qui va être, dans le fond, le nom de l'événement qu'on veut mettre. Dans ce cas-ci, mettons, ça pourrait être, je sais pas, le add to do, mettons. Puis la dernière chose, ça va être les données, donc le data. Ça, c'est si on a besoin d'envoyer des données sur l'événement en tant que tel. Par exemple, dans le code add to do, ben, il va probablement falloir, entre autres, envoyer le texte. Ce qu'on va faire, nous autres, généralement, c'est qu'on va envoyer du JSON dans cet endroit-là. Fait que ça va être souvent du JSON. Ça va tout être collé parce que il va tout être mis en texte tel quel. Là. Mais ça va ressembler à quelque chose dans ce genre-là, mettons. Mettons data, texte, deux points. Puis là, on aurait le texte du to-do ajouté, mettons. Un to-do ajouté, mettons. Fait que les données ressembleraient à quelque chose dans ce style-là. OK? Puis nous autres, il va falloir qu'on crée cette chaîne de caractères-là pour pouvoir l'envoyer. Donc, vous allez voir que ça, c'est la partie qui est un peu bizarre. Il faut qu'on crée la chaîne de caractères pour l'envoyer. Donc, je vais faire un let ici, puis je vais l'appeler, mettons, data string. Pour dire ça, ça va être la chaîne de caractères de données qu'on va envoyer. Puis là, vous allez voir, je vais le mettre sur plusieurs lignes parce qu'il va y avoir quand même pas mal de choses à mettre. La première chose, ça va être, comme je disais, le ID, deux points. Puis ici, il faut qu'on mette un identifiant pour le message. L'identifiant, le ID, il sert à quoi? Il sert principalement à si on veut envoyer plusieurs messages au client. Puis que, mettons, le client, ça fait exprès, il arrive de quoi, il y a une coupure, puis tout d'un coup, il doit rattraper les messages. Ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redemander au serveur de lui renvoyer tous les messages qui a manqué à partir, mettons, d'un certain ID, puis le serveur va tout lui retourner. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que c'est fait automatiquement par le protocole HTTP, c'est vraiment super. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait un identifiant différent pour chacun de nos messages, puis il va falloir que l'identifiant change d'un message à l'autre. Donc, ce qu'on va faire, nous autres ici, c'est qu'on va
avoir une variable qui va être dans le fond un ID courant, puis on va l'incrémenter à chaque fois qu'on envoie un message, pour être sûr qu'on garde quelque chose de constant. Donc, on va monter en haut complètement ici, puis je vais juste me créer une variable, je vais l'appeler let, current ID, va être égal par défaut à 0. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va envoyer un message, on va tout simplement augmenter le ID, comme ça on va être sûr d'être correct. Donc, c'est pas très compliqué là, ici, ça va être juste que on va donner ID est égal à current ID, puis dans le fond, après cette instruction-là, nous autres, ici un peu plus tard, on va faire current ID++. Tout simplement juste pour dire, hey, incrémente ton identifiant. Donc ça va être une des choses qu'il va falloir ajouter. Deuxième chose, on va savoir, là c'est une chaîne de caractères qu'on fait, c'est un peu bizarre là. On va falloir qu'on mette habituellement, il faut vraiment que les éléments soient sur plusieurs lignes. Mais vu que c'est une chaîne de caractères qu'on bâtit, il va falloir qu'on mette la chaîne, dans le fond, le retour de ligne là, sous le format textuel. Donc on met le \n. Donc je vais mettre \n ici. Puis là, vous êtes mieux de fermer la chaîne de caractères, de mettre un plus, puis de la continuer sur la ligne suivante. Surtout si vous utilisez les chaînes de caractères accent grave comme je fais là. Théoriquement, on peut les mettre sur plusieurs lignes, sauf que ça va risque d'incorporer des espaces que vous voulez pas. Fait que juste pour être certain que ce soit le plus correct possible, là, je vous le suggère de cette façon-là. Ensuite, on va mettre data. Vous allez voir que je vais inverser ici les données puis puis le event name, donc le nom de l'événement. Ici que j'ai. Je vais les inverser, ça ne dérange pas l'ordre dans lequel je les mets. Ça va juste être pour un petit souci de simplicité, là, pas grand-chose. Donc, data ici, ce que je veux, c'est mettre les données en JSON que je veux envoyer. Donc, moi, les données, je vais les recevoir ici, mais je veux les mettre en JSON. Ce qu'il va falloir qu'on fasse ici, ça va être un JSON.stringify, puis on va faire ça avec data. Donc, on va passer de data dans le JSON.stringify pour convertir les données en JSON. Puis ensuite, ça va être les données vont pouvoir être envoyées dans le fond au client. Une fois que c'est fait, même chose, ça nous prend un \n parce que faut qu'on passe à la prochaine ligne. Et le dernier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier quelque chose d'un peu spécial. L'event name, théoriquement, il n'est pas obligatoire. Fait que nous autres, on va faire en sorte que notre nom d'événement, il ne va pas être obligatoire. On va savoir que nous autres, dans nos cas, on va pas mal tout le temps l'ajouter. Mais il y aurait moyen pour des exemples très simples de pas, ou différents de ne pas en mettre. Fait que je veux juste laisser l'option là, moi ici dans mon middleware. Fait que je vais juste mettre une petite condition, on va dire est-ce qu'il y a un event name? Donc on va regarder est-ce qu'il y a un event name que j'ai reçu. Si j'en ai reçu un, je vais vouloir l'ajouter. Puis la façon qu'on va l'ajouter, on va juste mettre event, deux points, puis on va ajouter le nom d'événement qu'on a reçu en paramètre ici. Comme ça ici. Puis vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, on va mettre un double \n. Double \n, c'est tout simplement pour indiquer que c'est la fin de notre message. Donc, le message va se terminer à cet endroit-là. Si par exemple, il n'y a pas d'événement, vous allez voir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tout simplement rajouter un seul \n. Un seul \n parce qu'on en avait déjà un d'ajouter à la fin du data ici. Fait que si on en rajoute un seul de plus, ça va en faire deux. Donc, ça va automatiquement indiquer aussi la fin du message. Donc, c'est juste pour ça aussi que j'ai mis l'event name à la fin, c'est parce qu'il y a une petite condition, puis à cause de ça, ça peut être un peu différent. Si vous savez que vous envoyez tout le temps un event name, vous n'aurez pas besoin de mettre cette condition-là. Vous pourriez juste garder la partie telle quelle comme ça ici. Ça ferait aussi la job. Donc, c'est à vous de voir c'est quoi que vous voulez faire. Là, moi, je vais juste le laisser pour laisser de la flexibilité, mais c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, dans le fond, vous avez toutes les données de préparer. Ce qui va vous rester à faire maintenant, c'est de les envoyer, donc les diffuser à toutes les connexions qu'on a. Donc, toutes les connexions qu'on a ici en paramètre, on va vouloir les envoyer. Donc, juste dans un paramètre, dans une variable, on va vouloir les envoyer. Donc, on va vouloir boucler au travers de toutes nos connexions. Fait que je vais faire une boucle for ici. For let connection, connection of connections avec un S. Donc, pour toutes les connexions au singulier de l'objet, de l'ensemble de connexions ici au pluriel avec un S. Donc, pour chacune des connexions, ce que je vais faire, c'est leur envoyer les données ici que j'ai préparées dans mon data string. Donc, pour faire ça, vous allez voir, c'est assez simple. On fait juste faire connexion.write. Connexion, là, chacune des connexions, c'est les objets de response de chacune dans le fond, de chacune des communications que j'ai gardées en mémoire. Donc, je vais juste faire connection.write. On va faire la même chose que ce qu'on avait fait tantôt dans l'intervalle, sauf qu'au lieu de juste envoyer deux points puis deux retours de ligne, on va envoyer notre data string.
tel quel comme ça ici. Ensuite, il va falloir faire la même chose que tantôt ici. Il va falloir qu'on fasse un flush. Donc, on va faire une connexion, point flush. Puis encore une fois, c'est pour le même principe, c'est pour faire en sorte que la compression, s'il n'y a pas assez de données pour tout compresser, il va quand même l'envoyer. Il ne va pas attendre. Donc avec ça ici, on devrait avoir de quoi de vraiment pas si mal. La seule chose qui va nous rester à faire, c'est qu'à la fin de cette programmation-là, de ces deux éléments-là, ça va être important que vous exécutiez la fonction next. Donc ça rajoute des fonctionnalités. Dans le fond, ça rajoute la fonction initStream puis la fonction sendSSE à mon objet response. Ça va être important que tout de suite après que vous ayez ajouté ces deux fonctions-là, que vous appeliez next, parce que comme ça va lui dire, OK, tu peux passer au prochain middleware ou la prochaine étape. Si vous ne le mettez pas, lui, il va penser qu'il faut absolument qu'il y ait une réponse qui est retournée au travers de ça. Bref, ça va pas bien fonctionner. Vous allez avoir potentiellement des erreurs plus tard ou il y a des choses qui vont pas s'exécuter. Fait qu'oubliez pas de mettre le next, sinon il va probablement avoir des éléments dans votre serveur qui ne s'exécuteront pas. Autrement que ça, je crois qu'on a pas mal fini pour le middleware en tant que tel. Du côté maintenant du serveur.js, ce que je pourrais faire, je vais juste supprimer celui-là ici, j'en ai plus besoin. Ouais, du côté du serveur, maintenant, ce que je pourrais faire, c'est dans, mettons, mon post, je pourrais faire, OK, ben là, je viens d'ajouter un to-do, ben je pourrais essayer de le diffuser à tout le monde en utilisant la fonction que j'ai rajoutée, la fonction sendSSE. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est un response.sendSSE. Puis là, n'oubliez pas, là, ici, comme je dis, l'autocomplete ne fonctionnera pas super bien. SendSSE, de la façon qu'on l'a programmé, il faut qu'on passe les données puis le nom de l'événement. Donc, les données, ça devrait être en général un objet que vous envoyez. Ici, dans ce cas-ci, là, on aurait probablement deux choses à envoyer. Le ID dans le fond, du to-do qu'on est en train d'ajouter, donc son ID dans la base de données. Puis ici, on aurait le texte du to-do. Donc, on aurait comme deux choses à envoyer. Donc, on pourrait mettre ID, .id pour dire, OK, le ID, c'est celui-ci. Puis, tiens, le texte, c'est le request.body.text, comme ceci. Donc, ça, c'est les données qu'on veut envoyer. Puis, il faut qu'on lui donne, ça serait une bonne idée de lui donner aussi un nom d'événement. Hein. Donc, send SSE, on le programme pour qu'il y ait aussi un event name. L'event name, c'est vous autres qui décidez ça va être quoi. Vous allez voir, ça va être important que le client et le serveur aient le même. Mais c'est vous autres qui décidez c'est quoi vous voulez. Moi, je vais l'appeler add to do, comme ceci. Mais au final, c'est vous autres qui décidez comment vous voulez l'envoyer. Pareil pour le format, ça ne dérange pas. Faites juste faire attention, c'est case sensitive. Donc, faites attention à votre casse. Donc, les majuscules et minuscules sont importantes ici. Je préfère sensiblement la même chose ici aussi pour le patch. Donc, le patch, ça serait quand on fait une modification. Donc, quand on fait une modification, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement envoyer le ID de l'élément justement qui a été coché ou décoché. Puis, bon, là ici, j'ai pas rien d'autre d'informations proches là. Je pourrais peut-être aller chercher le change. Je sais pas c'est quoi qui est retourné. Ah, je pense que c'est pas super important. On pourrait avoir justement le ID de l'élément qui est modifié, mais à part ça, je pense que ça serait correct. Probablement qu'on pourrait juste l'inverser automatiquement sur le côté du client. Donc, si mettons il était coché, le décocher. Si c'était décoché, on pourrait le recocher. Donc, juste le ID de l'élément qu'il faudrait cocher ou décocher. On pourrait faire ça de cette façon-là. Il faudrait juste changer le nom de l'événement. Par exemple, ça serait plus add to do, on pourrait l'appeler modify to do, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça ne dérange pas. Ça pourrait être check to do, tiens, quelque chose dans ce genre-là. Théoriquement, avec ça, on a pas mal fait la partie serveur. Donc, la partie serveur va probablement fonctionner. On ne l'a pas encore testé, mais elle va probablement fonctionner. Ce qui nous resterait maintenant à faire, c'est programmer un client pour qu'il puisse se connecter justement avec le SSE, puis ensuite tester les posts puis les patchs pour voir si ça fonctionne correctement, si on est capable d'avoir les données. Donc, pour faire ça, on va aller sur le client. Donc, le client, ça va être dans le main.js, nous autres, dans ce cas-ci. Vous autres, ça pourrait être dans un autre fichier dépendant. Donc, nous autres, c'est tout le côté client, justement, qui fait des appels au serveur. Nous autres, ce qu'on va lui demander de faire, c'est que complètement en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'ouvrir la connexion en temps réel, donc d'ouvrir le canal avec le serveur. Donc, pour ouvrir le canal, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser dans le fond, ce qu'on appelle un event source. Donc, JavaScript a un objet qui s'appelle event source.
En fait, c'est un constructeur dans ce cas-ci, fait qu'il faut qu'on fasse un new event source. Puis ce qu'on lui passe en paramètre, c'est la route sur laquelle on veut qu'il se connecte. Donc moi, sur le serveur, ma route, je l'ai appelée /SSE. Ça, c'est la route qui ouvre le canal. Fait qu'il faut qu'on se connecte à cette route-là. Ici, vous faites juste mettre le nom de la route, comment vous l'avez appelé. Moi, c'est /SSE, comme ça ici. Puis, vous mettez ça dans une variable. Moi, je vais l'appeler source ici. Donc, source est égal à un new event source qui se connecte sur /SSE. Cette source-là, ce qui est intéressant après ça, c'est qu'on peut lui ajouter, dans le fond, on peut lui demander d'écouter sur les événements qu'on va lui envoyer. Fait qu'on va faire source.addEventListener. Puis là, ici, là, les événements sur lesquels on écoute, c'est des événements que nous autres mêmes, on a programmés. Donc moi, j'ai deux événements que j'ai programmés sur mon serveur. J'ai l'événement addToDo et l'événement checkToDo. Fait que ce que je peux faire ici, c'est que je peux programmer, dans le fond, addToDo. Puis sur addToDo, je vais pouvoir exécuter quelque chose. Tiens, pour le moment, ici, on pourrait juste faire un console.log de addToDo. Puis, je pourrais faire la même chose ici pour ajouter un autre event listener. Tiens, on va juste le séparer un petit peu. Un autre event listener, mettons, pour le check to do, comme ceci. Donc, je pourrais regarder pour les événements de check to do. Puis, là, je modifierai ici, je vais mettre, tiens, check to do. On va se regarder ça. Ça devrait être exécuté automatiquement. Parce que vous allez voir, je ne l'ai pas mis dans une fonction. Là, ça devrait être exécuté automatiquement au départ. Ça devrait automatiquement se connecter. Puis si on voit qu'on rajoute un événement ou quelque chose de genre là, ça devrait faire quelque chose à la console. On va le tester rapidement. Je vais espérer que ma tête ne va pas être trop dans le chemin ici. Donc, vous ouvrez les outils de développeur dans la console. Vous allez aller dans l'onglet ici Network, donc dans l'onglet Réseau. Puis dans l'onglet Réseau, on va juste rafraîchir la page ici. Ce qui va être important, ça va être de regarder ici en bas. Vous allez avoir une requête qui se fait sur le SSE. Donc, vous allez cliquer dessus. Puis, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez, en fait, si vous allez dans ce qui va être, qui va vous afficher, là, en fait, vous aurez par défaut, il n'y a rien, là. C'est parce qu'on n'a pas encore envoyé de données dessus. Fait qu'on va faire un test. On va juste cocher un élément dedans. Puis, vous allez voir que quand vous allez cocher un élément, votre SSE ici, là, il va être un peu transformé, là. Vous allez voir, entre autres, quand vous allez recliquer dessus, il va avoir un onglet qui s'appelle Event Stream. Donc, Event Stream, ici, ça va être, dans le fond, la liste des événements. Puis là, je pense que je vais vous l'agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Ça va être la liste des événements qu'il a reçus jusqu'à date. Donc, on voit qu'il a reçu pour l'instant juste un message qui avait le ID 0, ce qui était le Event Check To Do. Puis, c'était le ID 2. Donc, c'est l'élément qui avait le ID 2 qui a été coché. Si je tape quelque chose ici, je l'ajoute, vous allez voir que je viens de recevoir un nouvel événement qui était le Add To Do, qui est le ID 4, puis que ce texte-là. Bon, il y en a peut-être qui disent, OK, j'entends, mais ça, on avait déjà quelque chose de similaire dans le sens où si le navigateur envoyait un message disant qu'il vient de cocher le ID 2, mais il n'y a pas besoin de recevoir ça en tant que tel. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas pour ce navigateur-là, c'est si je m'en ouvre un deuxième. Disons que je m'ouvre une deuxième page d'exemple. On va aller ici. Je vais faire l'inspection aussi. Je vais aller voir dans le network. Je vais juste rafraîchir pour m'assurer qu'il est correct. Puis, je vais juste décocher un élément. Puis, vous allez voir, si vous cliquez sur le SSE, bon, le check to do ici, c'est fait parce que je l'ai décoché. Fait qu'ici, on le voit dans Event Stream, il y a le check to do 2, mais on le voit aussi, il est apparu dans l'autre ici. Vous allez voir qu'en fait, quand je fais un événement, mettons que j'écris un nouveau to do, je clique sur ajouter, vous allez voir qu'il va s'ajouter dans les deux. Donc, en fait, c'est que l'événement il est diffusé à tous les navigateurs qui sont connectés sur cette page-là présentement. Donc ça, c'est la partie qui nous intéresse. C'est la partie, nous autres, qui pour nous est vraiment intéressante, c'est qu'on peut avoir plusieurs navigateurs qui vont recevoir les notifications puis qui peuvent réagir à ça en tant que tel. Cette partie-là, vous allez voir que c'est plus du côté client. Hein? Donc, c'est du côté client qu'il faut qu'on programme qu'est-ce qu'on veut faire. On ne veut pas nécessairement juste faire des consoles.log. Ici, vous allez voir, il y a des consoles.log qui se sont mis automatiquement dans mon navigateur. Nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est plus que ça manipule l'interface graphique. Dans le cas, par exemple, du Add To Do, ce que vous pourriez faire, ben, vous allez voir, là, on a déjà une fonction qui s'appelle Add To Do Client qui nous permet d'ajouter un To Do dans l'interface graphique. Donc, on l'avait en haut. Ici, il est où? Add To Do Client. Il est en haut exactement ici. Donc, on faisait juste ajouter le To Do, puis
qui sont ID. Puis c'est essentiellement juste ça, OK? Donc, ce qu'on va faire, nous autres ici, ça va être très simple. On va faire exactement la même chose. On va appeler le add to do client. Puis on va l'ajouter ici dans le fond, dans l'event listener. Donc, quand on va recevoir l'événement, on va tout simplement l'ajouter dans notre interface graphique. Là, nous autres ici, ce que ça va nous prendre les données qu'on a reçues, dans le fond, tu sais, qu'on a envoyées. Hein. Quand on se rappelle ici, là, parce que si je m'en reviens dans Network, on avait des données qui étaient envoyées ici. Donc, on avait le data. Ça va nous prendre ces données-là. On a le texte, on a le ID, justement, donc ça va être bien. Mais nous autres, en ce moment, ici, on n'a pas de mécanisme pour aller chercher les données qui sont envoyées. En fait, il y en a un. Là. Quand vous avez faire le add event listener, vous pouvez passer event, dans le fond, à la fonction pour avoir les informations de l'événement. Puis dans l'événement, ici, vous allez avoir une propriété qui s'appelle data. Comme ça ici, event.data. Puis event.data, ça va retourner les données sur l'événement. En fait, ça ne va pas retourner les données en tant que telles, ça va retourner, dans le fond, tout l'événement au complet. Fait que, puis nous autres, c'est du JSON qu'on envoie. Là. Fait que ce qu'il va falloir qu'on fasse, là, ça va faire qu'on fasse un JSON.parse pour s'assurer de convertir les données qu'on a été chercher ici, donc qui sont en JSON, les convertir en objet JavaScript. Fait que vous pourriez le mettre dans un objet que vous appelleriez data, par exemple. Donc, je convertis toutes ces données-là ici de JSON dans un objet. Puis après ça, je pourrais aller les chercher dans cet objet-là. J'aurais, mettons, dans ce cas-ci, dans le cas du add to do, j'aurais le ID puis le texte. Fait que le texte, ici, je pourrais mettre data.text. Le check, il est tout le temps false, ça c'est correct. Puis ici, le ID, je pourrais mettre data.id, par exemple. Puis là, ce que ça va faire, c'est que, vous allez voir, c'est un peu bizarre, là. Ce que ça va faire, c'est que si j'ajoute un to-do, mettons que j'ajoute un, je vais juste rafraîchir mes pages, je m'assure que tout est beau. Mettons que je rajoute un to-do ici, j'écris Allo. Vous allez voir que ça l'ajoute dans les deux. Donc, je l'ai ajouté dans celui-là, ça l'a ajouté dans l'autre aussi. Vous allez voir que dans celui de droite, ça l'a ajouté 2 fois. Pourquoi est-ce que ça l'a ajouté 2 fois? Puis c'est là qu'on va avoir quelques petites modifications à faire sur notre côté client. C'est parce que moi, automatiquement, quand j'ajoutais un to-do au serveur, j'attendais d'avoir recevoir la réponse. Et quand je recevais la réponse, j'ajoutais automatiquement le to-do dans le client. Ceci étant dit, cette partie-là n'est plus nécessaire. Elle n'est plus nécessaire parce que maintenant, j'écoute aussi pour voir si je reçois un événement, de dire que j'en ai ajouté un, puis je l'ajoute. Fait que je peux simplifier un peu mon code ici, où est-ce que j'ajoute le to-do au serveur, puis quand j'ajoute au serveur, je peux juste l'ajouter au serveur. J'ai pas besoin d'aller refouiller dans la réponse. La seule chose que je pourrais faire, c'est dire, OK, si c'est correct, je fais juste forcer mon text box à se remettre vide. Je pourrais juste laisser ça à l'intérieur. Puis maintenant, ce que ça va faire, c'est que si, mettons, je redémarre, on va juste revenir à ce que j'avais ici. Si j'ajoute quelque chose, mettons test, encore, vous allez voir, ça va juste on va l'appeler test 1 pour que ce soit différent un peu. Ça va juste l'ajouter une fois maintenant. Donc test 1, mais ça l'a ajouté en temps réel dans l'autre aussi, complètement en temps réel. Donc super pratique, super intéressant. Puis là, ça semble bien fonctionner. Donc, là, on est bien, on est correct pour, mettons, l'ajout. La modification du to-do, ça serait un petit peu différent. Il faudrait qu'on aille, dans le fond, chercher, dans le fond, le to-do par le bon ID, puis qu'on aille, dans le fond, le cocher ou le décocher. Ça pourrait être un exercice qui pourrait être intéressant pour vous. Alors, ça serait pas non plus si sorcier que ça. Ça nécessiterait peut-être un petit peu de recherche au niveau des manipulations du DOM pour aller cocher ou décocher une case à cocher. Mais ça pourrait être un exercice qui est intéressant. Fait que je vous le ferai pas avec vous pour, pour cette capsule vidéo-là. Mais si ça vous intéresse, je vous recommande fortement là, d'essayer de faire cet exercice-là. Je vais vous passer, vous pourriez aller chercher dans le fond en ligne là, les fichiers qui sont nécessaires justement pour faire l'exercice. Puis à partir de là, essayer de le faire, vous allez voir, ça serait quand même effectivement une bonne pratique pour vous là, d'essayer de voir puis de voir si ça fonctionne correctement. Fait que ça, je vous le laisserai le faire. Donc, ça conclut la capsule vidéo sur le SSE, donc, et la communication en temps réel, justement, entre le client et le serveur, donc que le serveur puisse envoyer des données en temps réel au client. N'hésitez pas à essayer différentes choses avec ça. N'hésitez pas à modifier votre middleware de SSE pour venir à bout de que ça réponde à vos différents besoins, dépendant de ce que vous essayez de faire. Puis, si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose que vous n'êtes pas trop sûr, n'hésitez vraiment pas à me contacter. On se revoit dans la prochaine capsule vidéo.